Je m'appelle Maya, j'ai 35 ans, et je suis architecte système dans une entreprise technologique de taille moyenne à Paris. Pendant toute ma vie d'adulte, j'ai été le fond de secours attitré de cette famille. Dès qu'un problème survenait, dès qu'une mauvaise décision était prise, ou que la réalité rattrapait leur délire, mon téléphone sonnait. Une boîte de vitesse de voiture a changé, un découvert bancaire soudain, des frais de scolarité exorbitants pour une école privée prestigieuse pour ma nièce. Une petite urgence qui, miraculeusement, finissait toujours par me coûter des sommes à 4 chiffres. Ce soir-là, la table de la salle à manger était étouffante de monde. Mon père, Arthur, trônait au bout de la table comme un roi en pleine audience. Ma sœur, Chloé, était assise à ses côtés, tandis que son mari, Kevin, mâchait bruyamment son repas comme si la conversation ne le concernait absolument pas. Les deux enfants de Chloé se lançaient littéralement des morceaux de pain au visage, renversant des verres d'eau pendant que tout le monde souriait en qualifiant cela de « vitalité débordante ». Mon statut d'enfant adopté n'était jamais évoqué ouvertement. Pas d'habitude, mais dans ma famille, c'était l'éléphant invisible dans chaque pièce, dictant chaque interaction. J'étais l'enfant qu'ils avaient, généreusement, recueilli. Chloé, c'était la vraie, celle du sang, celle autour de laquelle tout le monde ajustait sa vie. J'avais apporté un dessert artisanal coûteux, 3 bouteilles de vin millésimé, et le poids mental de l'enveloppe contenant le virement pour l'hypothèque de janvier de mon père. Il m'avait envoyé ce matin-là un message que j'avais déjà reçu 100 fois, « Maya, j'ai besoin de ton aide pour combler le manque, juste jusqu'à ce que les primes trimestrielles tombent. » Les primes. Au pluriel. Il utilisait cette expression exacte depuis près de 3 ans. Je payais déjà une partie de leur facture d'énergie chaque mois. J'avais couvert le reste à charge des médicaments coûteux de mon père plus de fois que je ne pourrais compter. J'avais payé les frais de gymnastique élite de la fille aînée de Chloé en octobre quand ils avaient pris du retard. En novembre, j'avais réglé une facture de plombier de 2750 € parce que la maison familiale est importante pour nous tous. En décembre, j'avais envoyé 1100 € directement pour l'hypothèque de mon père parce qu'il prétendait que les mises en demeure de la banque devenaient agressives. Je connaissais les chiffres exacts parce que mon cerveau fonctionne ainsi quand je suis stressé. Il catégorise. Il compte. Aide hypothécaire en décembre, 1100 €. Plombier, 2750 €. Frais de gym. Pour ma nièce, 420 €. Courses alimentaires, parce que Chloé avait oublié de gérer son budget, 24 500 € sur 3 ans. Commande Amazon pour des basiques de maison, envoyé directement chez mon père la semaine dernière, 2150 €. Je savais tout cela parce que j'avais conservé chaque reçu dans un dossier crypté et caché sur mon téléphone, simplement intitulé « Dette famille ». Les enfants criaient. Le cadet de Chloé avait de la purée dans les cheveux et personne ne bronchait. Kevin en était à sa 3e bière artisanale et à son 5e avis non sollicité sur l'économie. Mon père était dans l'une de ses humeurs sentimentales et théâtrales, ce qui signifiait généralement qu'il était sur le point de demander quelque chose d'énorme. Puis Chloé a posé sa fourchette. Elle s'est essuyée la bouche avec une serviette en tissu, s'est penchée en avant et m'a souri. C'était un sourire froid et calculateur. Le genre de sourire qui glace le sang. Maya, autant le dire clairement pour la nouvelle année pour qu'il n'y ait aucune confusion, a annoncé Chloé. La table est devenue silencieuse comme une tombe. Même les enfants ont cessé de lancer de la nourriture. Ton soutien couvre désormais mes enfants et mon foyer. Aussi simple que ça. Pendant une fraction de seconde, la pièce a tourné. J'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Non pas qu'elle ait marmonné, mais parce que les mots étaient d'une brutalité saisissante, si imprégnés de sentiments de droit.
À qui qu'il semblait sortir d'un mauvais film. J'ai d'abord regardé Kevin. Il n'avait pas l'air choqué. Il a juste hoché la tête une fois, comme si Chloé venait de résumer une fusion d'entreprises réussie. Ensuite, j'ai regardé mon père. Il n'a même pas hésité. Il n'avait pas l'air désolé ni embarrassé. Il a levé son verre de champagne, a pris une lente gorgée et a pointé le couloir d'entrée. Si tu n'es pas d'accord, la porte est juste là. Ma gorge s'est nouée. Mon cerveau a commencé à compter des choses stupides et insignifiantes. Pour m'empêcher de hurler. 4 adultes à table, 2 enfants sur des sièges. Rehausseur, une vieille horloge comtoise qui tic-taquait trop fort. Un paiement hypothécaire de 1100 € programmé pour quitter mon compte courant exactement à minuit. Chloé s'est adossée à sa chaise en croisant les bras. Maya, soyons réalistes. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu gagnes bien ta vie. Dans la tech. Ça nous aide tous. Tous. Cette expression, nous tous. C'était l'architecte de la moitié des pièges de ma vie. J'ai balayé la table du regard. Kevin trouvait soudain son assiette fascinante et évitait mon regard. Mon père arborait cette expression rigide et autoritaire qu'il utilisait toujours lorsqu'il s'apprêtait à déguiser la cruauté en pragmatisme. Ma belle-mère, Hélène, continuait méticuleusement à couper sa viande comme si elle était totalement sourde à l'effondrement de la dignité humaine qui se déroulait à moins d'1 mètre d'elle. La fille de Chloé m'a regardé, puis a rapidement baissé les yeux sur ses genoux. Même une enfant de 7 ans pouvait voir que les adultes avaient franchi une ligne immense et impardonnable. J'ai lentement posé ma serviette en lin. J'ai gardé une voix terrifiante de calme. Parfait. Chloé a cligné des yeux, son sourire suffisant vacillant une fraction de seconde. Pardon, ai-je dit. Parfait. Je m'en vais et vous pourrez commencer à payer votre propre hypothèque. Aussi simple que ça. Personne n'a bougé. Le silence était absolu. Puis mon père a ri. C'était un son court, laid et méprisant. Maya, ne fais pas ta dramatique. Assieds-toi. Je me suis levé. J'étais si calme que cela m'a moi-même effrayé. Le tremblement de mes mains avait complètement disparu. Je ne fais pas ma dramatique, papa. J'annule. Le virement. Le visage de Chloé s'est décomposé. Sa suffisance a disparu. Remplacée par une panique pure. Maya, tu ne ferais pas ça. Je n'ai pas argumenté. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai déverrouillé. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis allé sur la page des virements programmés. J'ai tenu l'écran pour qu'ils puissent tous voir l'interface lumineuse. J'ai appuyé sur « Annuler la série ». Virement hypothécaire de janvier annulé à 20h36. Ai-je lu à voix haute? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait un monologue larmoyant sur le mal qu'il m'avait fait. Je suis calmement allé vers le porte-manteau, j'ai pris mon trench en laine, j'ai saisi mes clés de voiture et j'ai récupéré la tarte artisanale intacte que j'avais apportée. Je les ai regardés une dernière fois. Vous avez simplement confondu l'accès à ma personne avec la propriété de ma personne. Et je suis sorti sous la pluie glacée de Paris. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portées. Je suis resté assise là, les 2 mains crispées sur le volant. La pluie tombait en rideau, brouillant les lampadaires. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste ouvert ce dossier caché sur mon téléphone, celui dont ils ignoraient l'existence, parce qu'il y avait autre chose qu'ils allaient découvrir plus tard, et cela allait leur coûter bien plus cher qu'une échéance hypothécaire manquée. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut comprendre la psychologie de ma famille. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans. Les gens gentils entendent ça et disent « Oh, c'est magnifique ».
Les gens curieux demandent, connais-tu tes parents biologiques? Mais ma famille en a fait une arme, pas directement. Jamais d'une manière que vous pourriez enregistrer et réécouter sans passer pour quelqu'un d'hypersensible. C'était plutôt comme un système dépressionnaire sous haute pression dans lequel vous êtes forcé de vivre. Chloé était ta sœur par hasard. Toi, tu es la bénédiction que nous avons choisie, disait mon père lors des dîners. Cela semblait incroyablement doux jusqu'à ce que vous grandissiez et réalisiez que « choisi » se traduit très vite par « endetté ». J'ai appris très tôt qu'une gratitude infinie était la monnaie attendue de ma part. Chloé avait droit à la grâce. Moi, j'avais droit aux attentes. Si Chloé oubliait une facture, elle était simplement débordée. Si j'hésitais à la payer pour elle, j'étais égoïste. Si elle avait besoin d'aide, la famille doit se serrer les coudes. Si j'avais besoin d'espace, j'étais froide. J'ai acheté un petit 2 pièces quand j'avais 30 ans. Rien d'extravagant, juste un endroit calme avec un petit balcon, une vue sur un parking mouillé et 3 pins têtus. Mais c'était à moi. Et cette indépendance menaçait mon père plus que je ne l'avais compris à l'époque. Le matin suivant le dîner du Nouvel An, je me suis réveillé avec exactement 14 messages. Papa. Appelle-moi immédiatement. Chloé, tu m'as humilié devant mes enfants. Tu es toxique. Hélène, Maya, ma chérie, tout cela peut encore s'arranger si tu te calmes et que tu t'excuses. Kevin, tu as complètement surréagi, Maya. C'était juste une conversation. Papa, encore, l'hypothèque est due le 3. Arrête de faire l'enfant et envoie l'argent. Je me suis fait un café noir, je me suis assise à mon îlot de cuisine et j'ai répondu à un seul message. Dans la discussion de groupe de famille, j'ai écrit « Je ne paie plus aucune dépense. Pour votre maison ni pour le foyer de Chloé. Ne demandez plus jamais. La banque est fermée. » Mon père a répondu en moins de 30 secondes, après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a recueilli quand personne d'autre ne voulait de toi. Voilà. La dette de l'adoption enfin déballée et jetée sur la table. Je n'ai pas répondu. Première vague, leur riposte n'était que pure culpabilité. Des appels que j'ignorais. Des messages vocaux sur l'unité familiale. Hélène me laissant des notes vocales avec ce murmure doux et dangereux qu'elle utilisait pour manipuler les situations. Personne ne dit que tu dois quelque chose à qui que ce soit pour toujours, Maya, mais ton père est à l'ancienne. Il voit la richesse familiale comme quelque chose de collectif. Collectif, bien sûr. Signifiait toujours que l'argent circulait dans une seule direction, loin de moi. Puis vint la deuxième vague, la vague pratique. Et c'est là que l'histoire passe d'un conflit familial toxique à un véritable crime. Une semaine plus tard, j'étais assise à mon bureau au travail, en train d'exécuter des diagnostics. Système, quand mon email personnel a émis un signal. C'était une alerte automatique de ma banque me demandant de confirmer une demande de prêt hypothécaire rechargeable, ELOC. Une demande de 150 000 €. Je n'avais jamais soumis de demande. Je n'en avais certainement jamais soumis une liée à l'adresse de mon père. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé le service fraude, puis mon conseiller bancaire. La demande avait été entamée en ligne en utilisant mes informations personnelles exactes. Mon nom complet, ma date de naissance, ma tranche de revenus, mon numéro de sécurité sociale et des détails sur mon emploi qui étaient effroyablement précis. Ce n'était pas complet. Et ce n'était pas un succès, mais c'était assez proche pour me rendre physiquement malade. L'agent de crédit au téléphone m'a dit que la demande avait été abandonnée parce que le système demandait plus de pièces justificatives et ne les avait pas reçues. Demandez où, ai-je demandé, la voix tremblante. L'invite a été envoyé à arthur.anderson@email.com, a répondu le banquier.
J'ai demandé chaque horodatage numérique qu'il pouvait légalement me fournir. 8 janvier, 14h14, demande soumise. 14h17, document demandé. 14h21. Abandonné. J'ai raccroché, je suis entré dans une salle de réunion vide et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la première sonnerie, pensant probablement que j'appelais pour m'excuser et lui remettre mon portefeuille. As-tu utilisé mon numéro de sécurité sociale et mes informations personnelles pour une demande de près de 150 000 €, ai-je demandé, sans passer par le « bonjour ». Il a ri, un petit rire nerveux. C'était son signe distinctif. Maya, ne m'accuse pas de crime juste parce que tu es d'humeur. Réponds à la foutue question. Papa. Je voyais simplement quelles options existaient. La banque exige un co-emprunteur pour la ligne de crédit. Et puisque tu fais partie de cette famille, j'ai en fait dû m'asseoir avec tes informations. Sans mon consentement. Tout est propriété de la famille. Maya, si tu avais simplement aidé à payer l'hypothèque comme tu étais censé le faire, rien de tout cela ne serait nécessaire. J'ai raccroché. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. Quelque chose de permanent en moi a lâché. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme un actif, une ligne de crédit avec un battement de cœur. C'est à ce moment précis que j'ai arrêté de discuter et que j'ai commencé à documenter pour de vrai. Je suis architecte système. Lorsqu'un système est compromis, vous isolez la brèche, vous gelez le réseau et vous récupérez les journaux. La rage ne me rend pas brouillonne. Elle me rend terrifiante d'organisation. J'ai passé les 48 heures suivantes à récupérer tous mes rapports de crédit. J'ai tout gelé. J'ai déposé un signalement auprès de la police suivi d'un rapport formel pour vol d'identité et fraude, après que ma banque me l'ait fortement conseillé. J'ai imprimé mon historique de virement sur 36 mois. J'ai exporté chaque message. Texte. J'ai construit une chronologie maîtresse. Mais le vrai choc, ce qui m'a fait réaliser que j'avais affaire à de vrais sociopathes, est venu quand j'ai commencé à creuser dans les dossiers immobiliers. L'agent de la banque m'avait demandé si j'avais un lien légal formel avec la propriété de mon père. J'avais dit non, mais par précaution, je suis allé en ligne et j'ai cherché les détails cadastraux du département. Je m'attendais à ne rien trouver. Au lieu de cela, j'ai trouvé un document enregistré il y a 2 ans. Mon père avait rédigé une donation avec réserve d'usufruit. À l'origine, mon nom y figurait. Puis, il y a 2 ans, il a été mis à jour. Mon nom avait été complètement supprimé, remplacé entièrement par celui de Chloé. Mais ce n'était pas le pire. Le pire était un dépôt secondaire joint à un avis de rectification départementale. Il était intitulé « Accord de remboursement familial privé ». Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. Je ne l'avais certainement jamais signé. Je suis allé directement au bureau de conservation des hypothèques pendant ma pause déjeuner. J'ai payé les frais de 15 € et j'ai obtenu des copies physiques. Je me suis assise dans ma voiture sous la pluie, à le lire page par page. Il n'y avait pas de signature falsifiée de ma part, ce qui était presque pire. Mon père avait simplement rédigé et déposé sa propre piste documentaire interne, en la signant lui-même, comme si sa signature seule suffisait à réécrire légalement la réalité. Il construisait une fiction. Le document prétendait que mes contributions financières continues n'étaient pas des cadeaux, ni des prêts, ni une aide d'urgence. Il les classait comme des obligations liées à l'occupation volontaire. Occupation. Je n'avais pas vécu dans cette maison depuis mes 22 ans. Le document indiquait explicitement que la maison était un arrangement familial partagé et que l'occupation de Chloé et les besoins de ses enfants étaient anticipés dans le cadre de discussions verbales antérieures avec Maya.
Des discussions antérieures, mon œil. Puis j'ai trouvé la ligne qui m'a fait éclater de rire, seule dans un parking froid, la fille adoptive Maya Anderson reconnaît un engagement moral envers la continuité du foyer et la stabilisation financière. Un engagement moral écrit dans un anglais pseudo-juridique par un homme essayant de me lier légalement à sa dette. Il pensait avoir un levier émotionnel. Ce qu'ils avaient en réalité, c'était une piste documentaire frauduleuse. Et les pistes documentaires fonctionnent dans les deux sens. J'ai engagé un avocat le 14 janvier. Je n'ai pas engagé un avocat bruyant et dramatique de télévision. J'ai engagé une avocate civiliste calme et létale, nommée Sarah, qui portait des tailleurs bleu marine impeccables et ne gaspillait pas ses mots. Elle a feuilleté mon classeur méticuleusement organisé en moins de 20 minutes. As-tu déjà vécu dans la propriété pendant la période où ces paiements ont été effectués, a demandé Sarah. Non, ai-je répondu. As-tu autorisé une demande de crédit, une demande de prêt ou l'utilisation de ton numéro de sécurité sociale? Non. As-tu déjà signé ou accepté verbalement ce non-sens d'engagement moral? Absolument pas. Sarah a hoché la tête, a fermé le classeur et a souri. C'était un sourire terrifiant. Bien. Alors nous arrêtons de les laisser raconter cette histoire. Nous allons les enterrer sous la paperasse. En une semaine, le cabinet de Sarah a envoyé 3 choses par courrier recommandé. 1. Une mise en demeure formelle concernant l'utilisation de mon identité. 2. Une demande de conservation des documents en prévision d'un litige. 3. Un avis formel contestant toute prétention selon laquelle mes paiements passés étaient des obligations liées à l'occupation ou contraignantes. Ensuite, Sarah m'a dit de faire une seule chose moi-même. Elle a rédigé une phrase unique. Elle m'a dit de l'envoyer, d'en faire une capture d'écran et d'ignorer les retombées. Un lundi, j'ai posté ceci dans la discussion de groupe de famille, avec effet immédiat, n'utilisez pas mon nom, mes revenus, mon crédit ou mon soutien financier antérieur en lien avec votre hypothèque, votre foyer ou toute demande de fonds. Toute communication future passera par mon conseil juridique. Mon père a appelé en moins de 10 secondes. J'ai refusé. Chloé a appelé ensuite. Refusé. Hélène et Kevin, refusé. Refusé. Mon père s'est présenté à mon appartement ce soir-là. Je préparais le dîner. Quand le martèlement agressif a commencé. Pas un coup frappé normal, un martèlement furieux à mains ouvertes qui faisait vibrer le cadre de la porte. Maya, ouvre cette foutue porte. Sa voix tonnait à travers le bois. On n'envoie pas d'avocat contre sa propre famille. J'avais déjà installé une caméra de surveillance le lendemain de la découverte de la demande de prêt. Je me tenais dans mon couloir à le regarder sur l'écran de mon téléphone. Il avait l'air dément. Son visage était rouge. Son manteau était trempé par la pluie. Et il faisait les 100 pas devant mon paillasson comme un animal en cage. J'ai appuyé sur le bouton du microphone de l'application « Quitter ma propriété ». Immédiatement, Arthur. Il a frappé à nouveau contre la porte de son poing. Tu es une petite ingrate. Je t'ai offert un toit. Je t'ai donné un nom. Il a cessé de hurler parce qu'il a soudainement vu les lumières bleues et rouges clignotantes se refléter sur le trottoir mouillé. J'avais appelé le numéro non urgent de la police à la seconde même où il avait refusé de partir. 2 policiers sont montés les escaliers. Ils étaient calmes, professionnels et nullement impressionnés par la tentative soudaine de mon père de ressembler à un patriarche respectable et incompris. Mon père a immédiatement fait ce que font toujours les hommes manipulateurs quand l'autorité entre dans la pièce. Il a adouci sa voix, a affaissé ses épaules et a essayé de paraître comme un père blessé et aimant, aux prises avec une fille hystérique. Officier, c'est juste un malentendu familial. Ma fille traverse une période difficile et nous essayons
Juste de discuter. J'ai ouvert la porte de précisément 5 centimètres, en laissant la chaîne enclenchée. Officier, cet homme a tenté d'ouvrir une ligne de crédit de 150 000 € en utilisant mon numéro de sécurité sociale volé. Il a reçu une mise en demeure. Je veux qu'il soit expulsé de ma propriété et qu'il ne s'en approche plus. Le policier le plus âgé s'est tourné vers mon père. C'était le moment qui a tout terminé. Le policier a posé la seule question qui comptait: Monsieur, a-t-elle autorisé l'utilisation de ces informations personnelles pour un prêt? Et mon père a commencé à divaguer sur le contexte. Eh bien, voyez-vous, la maison est un actif familial, et nous avons un accord interne concernant la continuité du foyer. Monsieur, l'a interrompu le policier, la voix plus dure: oui ou non? Mon père a dégluti avec difficulté. Il a regardé les policiers, puis a regardé la fente de ma porte. Pas exactement. Pas exactement. C'était l'aveu le plus dévastateur et le plus pathétique que j'ai jamais entendu. Le policier l'a dévisagé pendant une seconde longue et agonisante. Puis il a décroché sa radio, s'est rapproché d'un pas de mon père et a expliqué l'avertissement d'expulsion si clairement, si agressivement, que même mon père ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Si vous revenez à cette adresse, vous serez arrêté. Si vous la contactez en dehors de son conseil juridique, ce sera documenté pour une ordonnance restrictive. Compris? Mon père est parti. Il avait l'air pâle, furieux et soudain très vieux. 2 jours plus tard, Chloé a tenté sa propre tactique désespérée. Comme elle ne pouvait pas venir chez moi, elle s'est présentée à mon entreprise. J'étais au milieu d'une réunion de planification. Quand mon téléphone a vibré avec un message de la réception: votre sœur est ici dans le hall. Elle exige de vous voir et fait un peu de scandale. Je ne suis pas descendu. J'ai appelé Marcus, notre responsable de la sécurité du bâtiment. J'ai expliqué qu'un membre de ma famille faisait irruption et que je ne me sentais pas en sécurité. 5 minutes plus tard, j'ai regardé depuis l'atrium vitré du 2e étage Marcus et un autre agent escorté poliment mais fermement une Chloé hurlant hors des portes tournantes en verre. Elle criait que j'affamais ses enfants. Elle m'a envoyé une photo de ses enfants debout sous la pluie, l'air triste, avec la légende: j'espère que ta fierté valait la peine de leur faire du mal. Tu es un monstre. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai transmise à Sarah sans commentaire et j'ai bloqué le numéro de Chloé. Pour toujours. L'étape irréversible a eu lieu la semaine suivante. J'ai passé tout un samedi à modifier chaque point d'accès partagé restant dans ma vie. J'ai purgé mes contacts d'urgence. J'ai supprimé les anciens emails de récupération de compte. J'ai révisé les bénéficiaires de mon assurance vie, en m'assurant que tout était légué à une association caritative. J'ai mis à jour mon dossier RHO. Travail, changé les codes de gel de mon crédit et même changé le code d'entrée de mon immeuble. J'ai complètement effacé mon empreinte numérique de leur vie. Et parce que mon avocate, Sarah, était un requin qui savait exactement où sentir le sang, nous avons poussé le processus de plainte pour fraude interne de la banque à sa limite absolue. Nous avons formellement assigné à comparaître l'adresse IP et les journaux de documentation de la demande de prêt abandonnée. Les résultats étaient glaçants. La banque a confirmé que la demande avait été initiée depuis l'adresse IP du domicile de mon père. Mais pire encore, nous avons découvert comment il avait obtenu mes chiffres de revenus exacts. Il avait téléchargé un PDF sur le portail de la banque pour essayer de prouver mes revenus. C'était un ancien document de comparaison d'assurance que j'avais envoyé par email à Hélène il y a 3 ans, lorsqu'elle m'aidait à comparer les mutuelles dentaires. Ce document contenait mon salaire exact, mon numéro de sécurité sociale et mon historique d'emploi, ce qui signifiait que ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas un accident. C'était un vol d'identité.
Intentionnel et calculé, facilité par ma belle-mère qui gardait mes documents. Ah. La seconde où Sarah a transmis cette preuve au nouvel avocat de la défense de mon père, paniqué, tout le ton de la guerre a changé. Il n'y avait plus de leçons sur l'unité familiale. Il n'y avait plus de chantage à la culpabilité. Sur mon adoption. Soudain, ils étaient terrifiés. Hélène m'a prise en embuscade. Dans un café près de mon bureau. Elle a littéralement sauté de son SUV et a essayé de me remettre un médaillon en argent bon marché et qui appartenait à la mère de mon père. Maya, je t'en prie. C'est un héritage familial. Sûrement, nous ne voulons pas de dommages permanents pour une simple erreur de paperasse. Nous pouvons résoudre cela en privé. Je n'ai pas pris le médaillon. Je l'ai regardé et j'ai dit, un dommage permanent, c'est ce que vous faites. À un compte bancaire. Ce que vous m'avez fait est un délit. Parlez à mon avocat. Je me suis éloigné, la laissant sur le trottoir tenant son collier bon marché. Tu vas trop loin, a-t-elle crié après moi. Aller trop loin, c'est ce que disent les abuseurs quand les conséquences arrivent enfin sur leur propre pas de porte. Le plus drôle, c'est que la paix est incroyablement ennuyeuse. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est réelle. En mars, ma vie était devenue plus petite, plus calme et infiniment meilleure. J'allais au travail. Je rentrais chez moi. Je cuisinais des repas complexes pour moi-même sans vérifier obsessionnellement mon téléphone pour des urgences fabriquées qui appartenaient à d'autres adultes. J'ai mis ma prime sur mon propre compte d'épargne et j'ai regardé le chiffre augmenter au lieu de le transférer immédiatement pour réparer l'erreur de quelqu'un d'autre. J'ai acheté un nouveau canapé, un canapé panoramique en velours vert émeraude ridiculement cher. Non pas pour un symbolisme profond, mais simplement parce que l'ancien me faisait mal au dos. Et pour la première fois en 10 ans, je ne sacrifiais pas mon propre confort de base pour subventionner le chaos de Chloé. Ma meilleure amie Tasha est venue un vendredi soir avec des boîtes de nourriture thaï à emporter. Elle était assise en tailleur sur ce canapé en velours vert, mangeant un pad thaï pendant que je lui lisais la dernière mise à jour par email de Sarah. Donc, si je comprends bien, a dit Tasha, en pointant une baguette vers moi, ils t'ont traité comme un distributeur automatique conscient, ont légalement essayé de réclamer ton salaire comme le leur, ont commis une quasi-trahison avec ton numéro de sécurité sociale. Et ont été complètement choqués quand le distributeur a engagé un avocat requin et a appelé les flics. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec mes nouilles. Au travail, mon absence de stress constant a payé. En avril, j'ai été promu architecte système senior. Cela s'accompagnait d'une augmentation massive et d'options sur action. J'ai presque manqué l'email des RH parce que j'étais tellement conditionné à ce que les crises des autres étouffent mes propres étapes importantes. Je n'en ai parlé à aucun membre de ma famille. J'ai célébré en commandant une entrecôte maturée à 100 € et en la mangeant dans un silence luxueux total. Un bon silence. Un silence qui coûte cher. Mon père et Chloé ont tous deux tenté une dernière approche pathétique de réconciliation alors que les murs juridiques se refermaient sur eux. Pour mon anniversaire, mon père a posté une carte à mon bureau. Il n'y avait aucune excuse écrite à l'intérieur, juste un chèque de 250 € et un post-it qui disait « Pour que tout cela cesse. Passons à autre chose ». Je ne l'ai pas encaissé. Je l'ai renvoyé directement à son avocat par courrier recommandé. Chloé, complètement déstabilisée par le fait qu'elle devait désormais réellement gérer son propre budget, a réussi à contourner mes blocages en m'envoyant un email depuis une nouvelle adresse. Elle a envoyé un collage de photos de ses enfants l'air triste avec une longue légende divagante sur la façon dont la famille ne devrait pas rester divisée pour des malentendus financiers stupides. Un malentendu, comme si elle n'avait pas fièrement annoncé que mon revenu était l'infrastructure de son foyer devant une assiette de pommes de terre rôties. Du cidre pétillant. J'ai répondu une fois,
exactement une fois, je ne suis pas disponible pour l'exploitation financière déguisée en amour familial. Ne me contactez plus jamais. Puis j'ai bloqué cette adresse email aussi. Quant au côté juridique, rien de cinématographique ne s'est produit. Pas de discours explosif au tribunal, pas d'effondrement dramatique à la barre des témoins. Juste de la paperasse implacable et étouffante. Des aveux forcés et le genre de règlement à l'amiable et silencieux que les familles toxiques font quand elles réalisent que la personne calme tenait des registres impeccables. Face à la preuve indéniable des journaux d'adresse IP et du PDF d'assurance volée. L'avocat de mon père lui a conseillé de se rendre complètement pour éviter que je ne pousse pour des accusations de fraude criminelle. Mon père a dû retirer formellement et légalement toute prétention à mon soutien financier. Il a dû signer une déclaration juridiquement contraignante rédigée par Sarah, stipulant que l'accord de remboursement familial privé était complètement fabriqué, nul et non avenu, et que je ne leur devais absolument rien. Ce document comptait plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de le voir menotter. J'avais juste besoin que la vérité absolue soit épinglée sur un papier juridique où il ne pourrait pas la tordre, la manipuler ou lui donner une forme plus douce plus tard. Je n'ai jamais été obligé. Je n'ai jamais été légalement responsable du foyer de Chloé. Je n'ai jamais été le plan B hypothécaire juste parce qu'ils l'ont déclaré unilatéralement au dîner. Et être adopté ne faisait pas de moi une ligne de crédit ouverte en échange du privilège de leur appartenir. C'était la vraie chose qu'ils ont découverte plus tard. Non seulement que j'avais la colonne vertébrale pour partir, mais que j'avais la preuve pour détruire leur récit. Et une preuve indéniable et très gênante pour les gens qui survivent en réécrivant l'histoire. Maintenant, quand des collègues ou des connaissances me demandent si je parle à ma famille, je ne leur donne pas la réponse polie et socialement acceptable. Je dis la vérité, pas vraiment. Je parle à mon avocat si nécessaire. Je me parle à moi-même beaucoup plus gentiment que je ne le faisais auparavant. Je fais confiance à ma propre réalité, et je parle beaucoup plus vite dès que quelqu'un commence à confondre l'amour avec le droit acquis, car c'est la morale absolue de cette histoire, s'il y en a une. Les personnes qui profitent le plus de votre silence, de votre culpabilité et de vos sacrifices sans fin seront toujours les premières à qualifier vos limites de cruelles. Elles vous traiteront d'égoïste pour avoir enfin érigé une barrière autour de votre propre vie. Laissez-les vous traiter de cruels.